On débute ce Lex Inside et on va parler intelligence artificielle générative et son impact sur les avocats avec mon invité Louis Degausse, associé gérant du cabinet KL Gates et également candidat au bâtonnat de Paris. Louis Degausse, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors quand on parle intelligence artificielle générative aux avocats, il y a la crainte du grand remplacement. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les avocats? Alors moi je n'y crois pas du tout au grand remplacement des avocats, mais je pense qu'effectivement il va y avoir une translation d'activités et certaines activités vont bien sûr pouvoir être effectuées de plus en plus par l'intelligence artificielle. Je pense en tout premier lieu aux activités de recherche, puisque les outils dotés d'intelligence artificielle vont pouvoir faire des recherches de plus en plus approfondies et de plus en plus effectivement effectives, pour dire le mot. Donc pas de grand remplacement, mais il va falloir trouver d'autres activités pour les avocats. Alors, un autre sujet intéressant, c'est l'impact que peut avoir l'intelligence artificielle sur les jeunes avocats, notamment ceux qui veulent lancer leur cabinet. Oui, ceux qui veulent lancer leur cabinet ou les jeunes avocats qui sont collaborateurs en cabinet, alors, c'est deux choses différentes, mais c'est la suite de ce qu'on vient de dire. Souvent, les jeunes avocats travaillent aux recherches, voilà, un petit peu le débroussaillage du dossier au départ. Et là, effectivement, l'IA va pouvoir faire ce travail. Je parle là des cabinets, des collaborateurs en cabinet. Bien sûr. Donc, euh, donc, effectivement, ça va avoir un impact de ce point de vue-là. Ça va avoir un impact aussi sur la formation du coup des jeunes. Mais il est vrai que, d'un autre côté, il va y avoir un travail de tri, il va y avoir un travail de sélection, il va y avoir un travail d'approfondissement à faire, parce que l'IA, il y a quelques années, pour prendre un exemple simple, il y a quelques années, dans un dossier, on avait 3 arrêts de cour de cassation d'un côté contre 3 arrêts de cour de cassation de l'autre côté, dans les bons dossiers déjà. Aujourd'hui, dans le même dossier, vous allez avoir 63 décisions d'un côté, 57 de l'autre, parce que ça va jusqu'au TJ de petites villes. Bien sûr. Et donc, il ne va pas y avoir de tri, il ne va pas y avoir de sélection. Et là, effectivement, les jeunes avocats vont devoir plus travailler certainement dans cet aspect-là, qui est un travail à plus forte plus-value que le simple travail de recherche. Pour les jeunes qui s'installent, en revanche, effectivement, c'est aussi un intérêt flagrant que de pouvoir bénéficier d'une aide comme l'IA documentaire, mais ça coûte de l'argent aussi. Bien sûr, Ça c'est coûte de un l'argent aussi. investissement. Voilà. Voilà. Alors, un autre sujet important, et vous l'avez un peu évoqué, cette intelligence artificielle va impacter les cabinets et notamment leur modèle économique. Quid alors du modèle économique du cabinet d'avocats? Oui, bien sûr, on vient d'en parler, ça coûte de l'argent. Donc ça va impacter le business model des cabinets, bon, qui sont déjà, j'allais dire malheureusement, mais par la force des choses, impactés par le prix de l'informatique, le prix de la documentation juridique. Donc, euh, donc ça va pas être non plus quelque chose de nouveau, mais ça va s'ajouter encore et encore. Donc là, effectivement, il y aura un impact de coût. Mais d'un autre côté, il va y avoir un impact aussi, comme je l'ai dit, d'activité. Je ne pense pas, pour dire les choses simplement, que l'IA, contrairement à ce qu'on commence à croire, Mhm. va réduire les factures d'avocats en réduisant les coûts sur les recherches. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en augmentant le volume des recherches, il va falloir avoir un coût de tri de ces recherches et de hiérarchisation de ces recherches D'accord, et un réaménagement stratégique de ces recherches pour ce qui concerne le dossier. L'IA ne fait pas ce tri-là pour l'instant. d'accord. Euh, Avec l'IA, le détail est important. Et donc, effectivement, on n'a pas forcément eh bien, la bonne catégorisation, la bonne hiérarchisation, comme j'ai Et dit, donc, des cette recherches. hiérarchisation, si je comprends bien, va Va pouvoir coûter être plus d'argent. valorisée? Oui. Bah oui, parce que va coûter effectivement plus d'argent. Avant, quand on faisait une recherche, y compris moi, quand j'étais étudiant dans les grandes tables qu'on tournait comme ça, ben, en fait, dans la recherche, on intégrait déjà la hiérarchisation et la sélection des D'accord. recherches. Alors qu'aujourd'hui, l'IA va donner tout pour être sûr de ne rien oublier, en fait. C'est ça l'effectivité de l'IA. Ne rien oublier, tout trouver qui corresponde.
Mais alors après, justement, il va falloir effectivement trier et sélectionner ce qui est vraiment important, avec possiblement en plus, ce qu'il faut ajouter, c'est une surveillance de l'IA. Bien sûr. L'IA peut, alors ça dépend des programmes, ça dépend de quoi on se sert, mais peut aussi, afin d'être plus effective, elle voudra toujours trouver ce qu'on cherche. Ce qu'on lui demande, elle va s'évertuer à le trouver, quitte à l'inventer. Et on l'a vu dans certains cas, et ça se voit, Elle invente des jurisprudences. elle peut inventer des jurisprudences pour plaire à son utilisateur qui lui demande trouve-moi une jurisprudence. Ah bah oui, elle va trouver, oui, ça c'est sûr. Mais ça sera Donc, peut-être pas une vraie jurisprudence. attention aussi Donc, aux résultats produits. il peut y avoir des hallucinations, comme on dit, et donc ces hallucinations doivent être débusquées, et pour les débusquer, il va falloir revenir vers un professionnel du droit qui va dire non mais ça me paraît bizarre, le numéro de rôle n'a pas l'air d'être tout à fait réel, et on va débusquer effectivement l'hallucination. Ça veut dire aussi que l'avocat doit être formé à ces outils. Ça veut dire aussi que l'avocat doit être formé à ces outils parce que pour réduire l'hallucination, il y a deux moyens. Soit on fait travailler le moteur IA dans des bases de données dites fermées, ce que font de plus en plus les éditeurs juridiques pour dire du coup elle ne va pas inventer quelque chose, on va lui donner un domaine fermé. Soit il faut former l'utilisateur à faire des prompts, c'est-à-dire une requête qui soit suffisamment précise, suffisamment effective pour que la réponse de l'IA soit tout aussi effective et réelle. Voilà. Et donc, là aussi, il y a une formation à utiliser l'IA. De même qu'il y a une formation à utiliser l'IA parce qu'il y a des problématiques de sécurité juridique ou informatique. Quand on parle de sécurité juridique avec les hallucinations ou des jurisprudences créées, très bien, mais il y a d'autres problématiques de sécurité, j'allais dire déontologiques, sur le respect du secret professionnel. Lorsque on pose une requête, un prompt à l'IA, cela part se disséminer dans des serveurs, notamment aux États-Unis. On ne sait pas trop où ça va, et ça revient avec de l'IA générative qui vont vous expliquer telle ou telle chose, vous exposer telle ou telle chose. Très bien, mais l'information, elle est partie ailleurs. Donc, attention à ce qu'on met dans les prompts. On ne va pas mettre les noms des clients, par exemple. Vigilance sur les données qui sont injectées comme ça dans les IA. Parce que les données qui sont injectées dans un éditeur juridique, on va dire, qui garantit qu'effectivement, c'est enfermé, c'est enfermé. Très bien, mais à un moment, si on veut de l'IA générative, il faut partir vers d'autres fournisseurs de cette IA générative qui sont ailleurs, qui sont aux États-Unis, et ça n'est pas garanti la sécurité. Pour finir, on a évoqué beaucoup d'impacts qui concernent les avocats directement. Qu'est-ce que ça va changer, selon vous, l'intelligence artificielle générative dans la relation des avocats avec leurs clients? Ce que ça va changer, c'est que les clients vont aussi être dotés d'IA. Alors peut-être pas les mêmes programmes, peut-être pas sur des documentations juridiques. D'ailleurs, je pense que là où il y aura le plus d'évolution avec l'IA, ça sera dans les logiciels ERP, un acronyme pour dire Entreprise Resource Planning, donc des logiciels plutôt de productivité que de documentation juridique. Ces logiciels-là, les clients les auront, nous les aurons, et ils auront aussi des logiciels de documentation juridique. Donc en réalité, je dirais assez paradoxalement, chacun va comparer avec le client, il va y avoir une nouvelle discussion de comparer quels sont les résultats que donne mon IA, moi au cabinet d'avocat, moi à la direction juridique chez le client. Et finalement, l'IA pourra peut-être nous amener à réintroduire de l'humain dans les discussions stratégiques, pour le coup, qui vont s'instaurer entre le client et l'avocat. Ce sera le mot de conclusion. On voit que les impacts sont nombreux de l'intelligence artificielle sur les avocats. Merci Louis de Gauss. Merci beaucoup Arnaud.